On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler des risques liés à l'intelligence artificielle dans les pratiques RH avec mon invité Émilie Meridjen, avocat associé chez Secri Valentin Zerouk. Émilie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, l'intelligence artificielle s'impose dans les ressources humaines, mais son usage soulève de sérieuses questions. Biais algorithmiques, décisions automatisées, atteinte aux droits des salariés. Quels sont les risques concrets et comment les prévenir? On va voir tout ça ensemble. On va commencer d'abord par poser les bases. Quels sont les principaux risques juridiques pour les entreprises qui utilisent l'IA dans leurs pratiques RH? Alors, principalement, ils sont de trois ordres. On a d'abord des risques de sanctions financières si les dispositifs d'IA ne sont pas conformes à l'IA Act, qui est le nouveau règlement européen qui régit l'intelligence artificielle dans les entreprises. Ils sont ensuite liés à l'introduction de l'IA, parce qu'on va en reparler, si le comité d'entreprise doit être consulté, mais qu'il ne l'est pas, il y a un risque contentieux de suspension de l'introduction d'un nouveau projet d'IA. Et puis, il y a sans doute en germe des risques prud'homaux qu'on ne voit pas encore vraiment apparaître, mais liés aux pratiques RH, aux contrats, à la rémunération variable des salariés qui pourraient avoir des réclamations à porter devant les prud'hommes. Alors, on voit qu'il y a plusieurs types de risques. Face à ces risques, comment les entreprises doivent se préparer ? Alors déjà, mon premier conseil, c'est de considérer l'IA comme un sujet RH. Aujourd'hui, c'est essentiellement considéré comme un sujet tech, un sujet de compétitivité par rapport aux concurrents, mais pas tellement comme un sujet RH. Donc l'entrée dans le champ de la direction des ressources humaines est essentielle. À partir de là, moi, je recommande de procéder en 3 temps. D'abord, de cartographier tous les endroits dans la relation de travail où l'IA peut avoir un impact sur le contrat, sur la relation de travail avec les salariés. Dans un second temps, de mettre en place des dispositifs RH et juridiques qui viennent encadrer ces aménagements, ces évolutions. Et puis, et sans doute surtout, dans un troisième temps, de communiquer. Il faut évidemment former les salariés, mais il faut aussi faire preuve de pédagogie, les accompagner dans le changement, car tout changement suscite de la réserve de la part des salariés. Bien sûr. Communiquer, ça veut dire de manière large à l'ensemble des salariés, d'avoir une communication officielle qui explique comment on utilise l'IA, oui, c'est ça ? Bien sûr, le rôle du CSE est important à ce niveau-là, mais aussi la communication au sein des équipes, la communication au sein de la direction, avoir véritablement une prise de position par rapport à ça et pas faire seulement comme la plupart des entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait partie de notre quotidien, mais personne n'en parle véritablement. Voilà. Alors, l'un des leviers, justement, c'est la charte éthique sur l'IA. Est-ce que c'est important d'avoir une charte éthique sur l'IA ? Alors, pour moi, c'est essentiel pour plusieurs raisons. C'est essentiel parce que ce sont des dispositifs qui sont nouveaux, qui sont facteurs de risque, certains visibles, mais d'autres moins. Ça soulève des questions également d'ordre éthique, comme vous le disiez. Et donc, poser les règles du jeu est à mon sens un engagement important de la part des entreprises en termes de communication interne mais aussi externe. Et puis c'est aussi un acte de loyauté, c'est-à-dire d'être transparent dans ce qu'on attend des salariés, l'indiquer clairement dans une charte et puis prévoir également les sanctions qui sont encourues si les salariés ne respectent pas les règles qui sont posées. Alors du coup, les salariés, quand on édicte une telle charte, les salariés sont tenus des règles qui sont dans cette charte ? Tout à fait. Alors juridiquement, ça a la valeur d'un règlement intérieur. D'accord. Donc c'est opposable aux salariés à condition d'avoir respecté la procédure, évidemment. Alors, l'IA, avec les risques qu'on a évoqués, ça peut être source de contentieux. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des contentieux et quel type de contentieux, s'il n'y en a pas, on peut imaginer ? Alors, on a vu très récemment 2 décisions qui ont porté sur la suspension de l'introduction de projets d'intelligence artificielle dans des entreprises du fait de l'absence de consultation du CSE. Et là, on a 2 tribunaux judiciaires de région parisienne qui se sont prononcés pour suspendre, c'est-à-dire que le projet était déjà en place et le tribunal judiciaire a dit on met ça de côté jusqu'à ce que vous ayez dûment consulté le CSE. Donc ça, c'est le premier risque de contentieux qu'on a déjà vu. Il existe peut-être des contentieux prud'homaux. Alors, en ma qualité d'avocat et de conseiller prud'homal, pour l'instant, je n'ai pas vu de réclamations qui portent de près ou de loin sur l'IA, mais je les vois venir. C'est-à-dire que, clairement, l'intelligence artificielle peut modifier une fiche de poste, donc l'appréciation de la qualité du travail d'un salarié, puisque si une partie de son travail est faite par l'IA, comment on va apprécier son travail ? Le licenciement pour insuffisance professionnelle qui en découle sera-t-il justifié ? Ça peut modifier la rémunération variable des salariés en termes de productivité. Si l'IA fait une partie du travail, comment on apprécie les conditions, les objectifs, etc.
Ça peut aussi avoir un impact sur la santé mentale, et on sait que c'est un sujet, on en a déjà parlé ici. Bien sûr. Donc pour moi, les sources de contentieux sont en germe, même si je ne les ai pas encore observées véritablement. Alors, vous l'avez rappelé, le rôle des instances représentatives sont fondamentales, le rôle est fondamental. Quel rôle concrètement joue le CSE dans l'introduction des systèmes d'IA et quelles sont les obligations de consultation, vous l'avez rappelé avec la jurisprudence? Alors, j'ai essayé de comptabiliser, il y a au moins 8 ou 9 articles du Code du travail qui justifient la consultation du CSE lors de l'introduction d'un dispositif d'IA, à supposer que ce soit une véritable nouveauté et pas simplement la mise à jour d'un dispositif antérieur. Donc, il est à peu près clair qu'un dispositif d'IA majeur doit être soumis à la consultation. La consultation, c'est véritablement un partage d'informations en toute transparence, avec des délais à respecter pour que le comité d'entreprise, je l'appelle encore comme ça, puisse se faire une idée et poser des questions. Et il doit rendre un avis, qui peut être négatif. Ça n'empêche pas la mise en place du projet, mais en tout cas, l'avis doit être préalable au déploiement de l'outil. Alors, on a vu qu'il y a de nombreux risques, qu'il faut aussi consulter le CSE. Comment concrètement construire une approche responsable sur cette question de l'utilisation de l'IA? Comment concrètement encadrer l'usage de ces systèmes, où on a parlé de la charte, mais est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à avoir en tête? Alors, il y a d'autres bonnes pratiques et s'inspirer notamment de réflexions qui ont eu lieu à des niveaux sectoriels. Je pense au secteur bancaire européen. Syntec qui a fait un manifeste extrêmement intéressant sur l'utilisation éthique justement de l'IA, c'est-à-dire, à mon sens, ne pas rester le nez dans le guidon et se poser la question de manière très procédurale de qu'est-ce qu'on doit faire au pied de la lettre, mais prendre un peu de hauteur par rapport à ces innovations qui vont venir bouleverser plus largement les équilibres au travail et voir quelles sont les conséquences qu'on doit en tirer de manière responsable en tant qu'employeur. Ça me paraît être de bons conseils. Alors, vous l'avez dit, la formation, c'est indispensable. Ça veut dire qu'il faut créer des ateliers régulièrement aussi, parce qu'on sait que c'est une technologie qui bouge sans arrêt. Donc, il faut aussi mettre à jour les formations. Oui, complètement. Et alors, ça, c'est ma casquette avocat. Juridiquement, l'employeur a une obligation d'adaptation des salariés à leur emploi. Donc, dès lors que les méthodes de travail évoluent, l'employeur doit adapter les salariés à ces évolutions. Il n'est pas question de laisser sur le carreau des personnes qui seraient pas familières, pas à l'aise avec l'IA. On doit les accompagner, donc effectivement faire évoluer nos pratiques de formation, mettre en place des webinars, des accompagnements sur mesure pour embarquer tout le monde et donner une égalité de chance à l'ensemble des collaborateurs de monter cette marche de l'intelligence artificielle. Pour conclure, véritablement, quelles sont les sanctions qu'encourent les employeurs qui, je dirais, seraient négligents par rapport à l'intelligence artificielle? Alors, la sanction dont j'ai déjà parlé, c'est la suspension de ce projet, c'est-à-dire ne pas être en capacité de le déployer tant qu'on n'aura pas satisfait à nos obligations de consultation. Après, pour le reste, ce sont des sanctions qui sont plus conjoncturelles en fonction de l'impact que ça a sur le contrat de travail. Je reprends cet exemple du licenciement pour insuffisance professionnelle. Si on reproche à un collaborateur, par exemple, de mal avoir utilisé l'intelligence artificielle alors même qu'il n'a pas été formé, le risque, ce sera que le licenciement sera sans cause réelle ni sérieuse, pour défaut d'adaptation du salarié à l'emploi, par exemple. Donc attention, on encourage donc les employeurs à se saisir de cette question. On va conclure là-dessus. Merci Émilie Merijen. Je rappelle que vous êtes associée au sein de Secri Valentin Zérouk. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de fraude fiscale et de droit pénal.